Territoire, frontière du possible vers laquelle avance ESS Entreprise. Sa mission, explorer les alliances fécondes entre économie classique et ESS, connecter les acteurs économiques, stimuler l'ancrage local et révéler par la force du vivre ensemble la promesse infinie du collectif. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ESS Entreprise, l'émission qui tente tous les mois de vous proposer un éclairage sur les relations entre l'économie sociale et solidaire et le monde de l'entreprise classique. ESS Entreprise, c'est une coproduction entre la radio RGB et l'agence Impact, en partenariat avec Initiative 95-78, disponible en replay sur le site radio-rgb.net. 1 heure par mois pour mettre en avant les acteurs, les structures et les belles histoires de partenariats économiques innovants, respectueux de l'environnement et des individus, ancrés territorialement et pérennes. Beau programme, non ? Le champ de l'ESS, que l'on découvre fragile en ces temps de discussion budgétaire, mais tellement important tant sur le plan humain qu'économique, peut prendre de très nombreuses formes et s'attaquer à de très nombreux sujets. De la mutuelle à la coopérative, de la fondation à l'entreprise solidaire d'utilité sociale, sans oublier le mouvement associatif, les formes que prennent ces structures ont toutes un objectif commun, l'intérêt général. Du sport, de la culture, du tourisme, de l'éducation populaire, de l'accompagnement des plus jeunes à nos plus vieux, nous sommes toutes et tous liés à l'ESS, consciemment ou non. Aujourd'hui, dans ce mois de l'égalité des chances, nous vous proposons un coup de projecteur sur l'insertion par l'activité économique, l'IAE. Pour nous aider dans ce voyage aux frontières de la solidarité, de l'insertion, de l'économie et de l'intérêt général, je suis très heureux d'accueillir Farida Bahamed, chef de projet Club Business. On entend business, ESS, business ESS, enfin voilà, tu vas me dire tout à l'heure, pardon, qui est chef donc, de projet Club Business, c'est notre partenaire Initiative 95-78. Nous verrons avec toi ce que ce club permet de faire sur le territoire des Yvelines au service de l'emploi pour tous. Et tu n'es pas venu seul, mais bien accompagné de Thomas Brunet, directeur du développement partenarial chez LCMH, à ne pas confondre avec une grande industrie de luxe. Non, il paraît, on aura l'occasion d'en parler. Thomas, tu es membre de ce club business et nous verrons à travers ton exemple ce que l'on peut faire pour l'inclusion d'une population particulièrement vulnérable, les personnes handicapées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une question pour tous les deux. Qu'est-ce que l'IAE ? Wow. Bonjour Farida. Eric déjà. L'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique. C'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire que certaines personnes ont besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver un emploi stable et pour vraiment s'insérer dans la société via l'emploi. Et donc, on a des structures qui existent et qui vont accompagner ces personnes. Ces structures, elles sont de différents types. On va avoir ce qu'on appelle des chantiers d'insertion. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te déroule maintenant. On déroule. Allez, Alors, qu'est-ce que c'est ? Après, Thomas nous corrige, c'est sous le contrôle de Thomas. Je préciserai. Je parle toujours sous le contrôle de Thomas. Alors, aujourd'hui, je fais comme toi. Voilà. Donc, il y a différents types de structures d'insertion parce qu'on a différents profils de personnes. On a des personnes qui sont très, très éloignées de l'emploi et qui vont plutôt commencer par ce qu'on appelle les chantiers d'insertion. Si on peut imaginer l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique, on a différents strates. Et les chantiers d'insertion sont vraiment destinés aux personnes très éloignées de l'emploi qui ont par exemple besoin d'apprendre le français ou qui n'ont jamais travaillé et qui ont vraiment besoin d'apprendre un métier ou d'apprendre ne serait-ce que les codes du travail. Ensuite, on va avoir les associations intermédiaires, les AI. Elles ont, un système qui va permettre de mettre ce qu'on appelle la mise à disposition sur des missions qui vont être plus ou moins longues, des personnes qui reprennent le chemin de l'emploi. Donc, qui vont beaucoup être du service à la personne, l'entretien des espaces verts, et qui vont aussi beaucoup être dans les collectivités liées, par exemple, à la restauration. On a beaucoup de personnel dans la restauration scolaire qui est salarié des associations intermédiaires et qui sont mises à disposition par ces structures. Ça permet là vraiment de reprendre un rythme d'emploi plus intense et en même temps, le fait d'être mise à disposition, ça permet aux personnes de tester plusieurs types de métiers finalement parce qu'on peut être mise à disposition
je dis voilà, des exemples un peu grossiers, mais 3 heures par semaine dans une cantine scolaire et puis 5 heures par semaine pour l'entretien, le ménage chez des particuliers, ce qui permet aux personnes de tester sur de l'espace vert, voilà, il y a tout plein de métiers qui permettent ça. Ensuite, un niveau un petit peu au-dessus en termes d'intensité d'emploi, on va avoir les entreprises d'insertion, là, en fait, qui sont des entreprises, finalement, qui fonctionnent comme des entreprises de l'économie conventionnelle, mais qui vont générer des bénéfices, du chiffre d'affaires, mais qui vont avoir ce truc-là d'insertion, c'est-à-dire d'accompagner leurs salariés un peu plus fortement. Donc, ils vont les accompagner sur un plan social, sur un plan personnel aussi, pour lever leurs problématiques et leurs freins. L'objectif des entreprises d'insertion, c'est vraiment là de permettre la mise en emploi vers de l'emploi plus classique dans des entreprises classiques de ces salariés en insertion. Ils ont des contrats de 2 ans, ces salariés en insertion, et qui leur permettent pendant ces 2 ans d'être accompagnés sur le plan de l'emploi, sur le plan social, économique, et qui vont pendant ces 2 ans aussi bénéficier de formation. L'avantage aussi, c'est ces personnes en entreprise d'insertion vont vraiment travailler au rythme de n'importe quelle entreprise finalement. Elles ont de la rentabilité, elles ont des objectifs de rentabilité. On n'est pas là sur le mode associatif où on est sur de la remise en emploi. L'entreprise d'insertion n'emploie pas que des personnes en insertion. Non, mais elle emploie en majorité des entreprises d'insertion et son credo, c'est de se dire qu'on peut allier l'économie et l'impact social. Donc elles vont vraiment, sur tous les métiers, alors là vraiment on a tous les métiers, permettre de travailler sur de l'emploi très renforcé, de l'accompagnement très renforcé et de l'emploi pour permettre pendant ces 2 ans dans l'idéal aux salariés d'aller trouver un poste salarié ailleurs dans une entreprise classique et de quitter le secteur un peu chouchouté de l'insertion. Et ensuite, on a vraiment, au-dessus en tout cas en fonctionnement, on a les ETTI. Et là, en fait, ce sont des agences... alors, ils n'aiment pas ça. Ce sont des entreprises... Alors, attention aussi. Ouais. L'établissement de travail temporaire d'insertion. Wow. Ah, non, mais bluffé. Non, mais il y a des gens qui ont bossé avant. Mais ce que je veux dire par là, je me permettrais de faire le gardien des sigles. Si jamais, voilà. On part vite dans les ETT, les EI, les ACI. Voilà, exactement. C'était pour éviter exactement cette phrase-là que personne n'a compris, à part Thomas. Voilà. Et pardon, donc les entreprises de travail temporaire d'insertion, ça fonctionne comme une agence d'intérim. C'est vraiment de la mise en emploi sur des missions. Donc, c'est sur des personnes qui restent en insertion parce qu'elles ont du mal à se fixer, par exemple, sur un emploi stable, mais qui vont avoir cette capacité à être hyper mobile, à pouvoir passer d'une mission à l'autre, comme monsieur, madame, tout le monde qui est dans une entreprise, dans une agence d'intérim, pardon. Et là, ça permet vraiment à ces personnes de gonfler leur CV, d'acquérir de l'expérience sur différents métiers et de rebondir jusqu'à trouver un emploi stable, à l'instar d'une agence d'intérim classique. Voilà un peu le champ de l'IAE. 4 grands types de structures, donc du chantier d'insertion à l'établissement de travail temporaire, ETTI, c'est ça, le travail temporaire d'insertion. 4 types de structures. Tu as évoqué rapidement le type de population à laquelle ça s'adressait. On va du plus loin de l'emploi au plus proche, c'est ça ? C'est à peu près ça ? Et alors, c'est ça. Et alors, il faut quand même se dire qu'on est malheureusement tous potentiellement un jour en insertion professionnelle. L'insertion, un des critères, c'est de se dire qu'on n'a pas d'emploi depuis 1 an ou plus. Finalement, ça arrive à plein de gens de se retrouver au chômage pendant 1 an parce qu'on a un accident de la vie, parce qu'on se retrouve en congé parental, parce qu'on se retrouve à quitter un job un peu... ça arrive, en burn-out et le temps de se reconstruire, etc. Finalement, 1 an, ça peut passer vite et techniquement, on se retrouve en insertion professionnelle. Il y a des personnes qui vont rebondir très vite, qui vont être au chômage, qui vont rebondir très vite et ça va être facile pour elles de retrouver un job. Et d'autres personnes pour qui, après 3, 6 mois, 1 an de chômage et plus, elles vont s'isoler et elles vont perdre ces habitudes d'emploi qui ne sont pas si évidentes que ça à garder. Elles vont perdre le contact social, le contact humain, elles vont perdre un peu les règles implicites de l'entreprise et se retrouver à trouver des emplois, à ne pas réussir à les garder parce qu'elles ne sont plus hyper adaptées et se retrouver dans le système de l'insertion, des SIAE, des structures d'insertion par l'activité économique, parce que finalement, elles n'ont plus cette facilité à retrouver un emploi facilement. Et l'IAE, c'est de se dire, on vous donne un coup de main. Et elles reprennent confiance. Et elles reprennent confiance, exactement. Parce que quand on est au chômage, effectivement, Thomas, on a vite perdu confiance en soi parce que finalement, on est vite défini par notre job. Quand on travaille, quand on rencontre quelqu'un, l'une des premières questions après comment tu t'appelles, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et quand on est chômeur, depuis longtemps,
et ben finalement on perd confiance, on perd un peu d'estime de soi. Et ça, c'est assez difficile parce que quand on passe un entretien d'embauche pour un emploi et qu'on n'a pas confiance en soi, eh ben on n'est pas recruté. Voilà. Et les entreprises ont tendance à recruter des gens qui sont en emploi parce qu'on a du mal à recruter des gens qui sont au chômage parce qu'encore une fois, on n'a pas toujours cette belle confiance en soi qui est ultra nécessaire quand on passe un entretien. Donc, être accompagné par des structures d'insertion, c'est pas grave. C'est un passage, c'est 2 ans. En tout cas, un maximum dans l'idéal. Il peut y avoir des dérogations, mais c'est du détail. Mais dans l'idée, c'est un accompagnement, un coup de pouce pendant 2 ans, de se dire « Ok, on reprend l'emploi, on reprend le chemin du travail », même si on a été un peu bousculé par la vie, ses emplois. Un peu cabossé, comme ça peut arriver. Quand tu parles d'accompagnement, et Thomas, tu évoquais le fait de reprendre confiance en soi, concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'être capable de se lever, être capable d'apprendre de nouveau un métier, d'être capable de rentrer dans les interactions. C'est quoi? C'est des ateliers? Comment au quotidien vous portez les gens qui rentrent dans les structures d'insertion? Alors, c'est les structures d'insertion qui portent ça, et bravo à elles, parce que ça va être alors beaucoup par le travail. Le travail comme outil d'insertion pro. Et puis après, on a les conseillers en insertion professionnelle, les CIP, qui vont faire un travail de fond, parce que ces personnes vont accompagner le salarié en insertion sur des entretiens individuels pour en fait repérer là où il y a des freins, repérer là où il y a des blocages. Et ça peut être effectivement de l'entretien individuel. Il y a aussi beaucoup de temps de formation qui vont être compris dans le temps de travail. Formation métier, puis formation sur les savoir-être, les savoir-faire, sur l'implicite, sur comment on se présente, sur comment on fait un CV, des choses très pratico-pratiques pour se retrouver des trucs et astuces pour retrouver un emploi stable, et puis aussi des ateliers sur la confiance en soi. On a même des structures qui vont pousser aussi cet accompagnement sur des ateliers comment on appelle ça, de mise en valeur socio-esthétique, des choses comme ça, pour aussi, parce que forcément la confiance en soi, ça passe aussi par l'image de soi. Et quand on a une image qui est un peu dégradée parce que le chômage, c'est pas que rigolo, on doit reprendre confiance en soi aussi sur ça. Donc, on a aussi des ateliers comme ça. Donc, les structures, elles s'adaptent à leur public. Il y a des structures qui vont aussi mettre en place, par exemple, des ateliers sur la dépendance, que ce soit l'alcool ou d'autres dépendances, aux jeux, aux écrans, pour aider le salarié à sortir de ses habitudes qui, peut-être, sont ancrées parce qu'il n'a pas travaillé depuis 1 an ou plus. Oui, et puis sur le numérique aussi, c'est important de remettre remise à niveau. Exactement. Ce qui est aujourd'hui indispensable dans la vie commune, aussi bien pour tout ce qui est administratif. Oui. Parce que souvent, c'est des gens qui n'arrivent pas à gérer, donc là, ça redonne une gestion. Oui, c'est ça, qui se laisse dépasser. On a après, des ateliers sur le français en français langue étrangère pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue. C'est très difficile de trouver un emploi quand on ne maîtrise pas la langue. Donc, on a vraiment une multitude d'ateliers qui sont adaptés aux personnes en insertion de la structure. Et encore une fois, une personne qui est en insertion dans un chantier d'insertion qui va peut-être faire que quelques heures par semaine d'emploi, et une personne qui est en ETTI, les besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est là aussi toute la diversité et la complexité, j'allais dire, de l'IAE, c'est que les structures n'ont pas les mêmes besoins. Elles n'ont pas les mêmes financements, elles n'ont pas les mêmes subventions, elles n'ont pas les mêmes systèmes économiques. Et donc c'est tout cet écosystème qui doit aussi travailler ensemble et qui doit permettre aussi de répondre à des missions. Enfin, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que beaucoup d'emplois, et on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas écrit sur la tête des gens qui sont en insertion professionnelle. Donc il y a énormément d'emplois au quotidien qui sont occupés par des personnes en insertion, des personnes en situation de handicap, et qui sont là, mais on ne le sait pas parce que ce n'est pas écrit sur la tête des gens. Et c'est aussi ça, de se dire que si ces personnes n'étaient pas là, et je parle par exemple des métiers de propreté urbaine, là en ce moment c'est ramasser les feuilles, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'associations, d'entreprises d'insertion qui ont ces missions-là, qui obtiennent ces marchés quand c'est des marchés publics,
pour la propreté urbaine. Et donc, ce sont des métiers qui sont occupés par des personnes en insertion et ça ne se voit pas. Et le métier est bien fait, le travail est bien fait. On ne se doute pas une seconde que c'est quelqu'un qui a des difficultés quelconques, quoi. Et puis, c'est pas forcément une bonne chose que de le mettre sur leur front, le fait qu'ils soient en insertion. De toute façon, au contraire, je pense que c'est une manière de les stigmatiser plus. Exactement. Ce serait une manière de les stigmatiser plus. Mais du coup, tu parles au nom d'un chef de projet, alors que tu ne fais pas partie de ces structures d'insertion. Non. Tu es leur porte-parole et tu les réunis au sein de ton club, c'est ça ? Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce club Business, ESS, Business Alors, tu dis comme tu veux. Ouais, tu as raison, Eric. Bon, préciser. Alors, ça s'écrit B-U-S-I, Busin, apostrophe, E-S-S. Business. Business. Donc, voilà. C'est pour dire ESS. C'est pour dire ESS, on le met dedans. Vas-y. Et c'est pour dire qu'on fait du business, que ce sont des structures qui font du business avec l'ESS. Le club business a été créé en 2017 à l'initiative de Activity, qui est l'agence interdépartementale d'insertion, donc 78-92, et par la DETS. L'objectif et l'idée à l'époque, c'était de se dire, les structures d'insertion, finalement, elles travaillent très peu ou pas ensemble, et elles ne sont pas très visibles. Donc l'idée d'un club, c'est de rendre visibles ces structures et de montrer la force de ces structures. Donc le club a été créé en 2017 pour ça, pour rendre visible et pour permettre aux structures de faire du business entre elles. Oui, c'est un lieu d'échange. Et c'est un super lieu d'échange, je crois. Et ça a fonctionné jusqu'en 2020. Et ensuite, il y a eu le fameux Covid, donc ça a tout arrêté. Ça a repris en 2022. Moi, j'ai repris le poste en 2022. Et effectivement, arrivé sur ce poste, on se rend compte que les structures ne se parlent pas. Elles travaillent les unes à côté des autres et elles ne se voient pas beaucoup. Donc l'idée, c'est de se dire, venez, on se réunit, on se rencontre, on fait des choses ensemble et à force, finalement, on va réussir à travailler ensemble. Donc, le club, on organise différentes actions. On a ce qu'on appelle des rencontres experts. Là, c'est vraiment destiné aux membres du club, c'est travailler sur un sujet d'expert pour leur permettre de monter en compétence et dans l'idée d'aller plus loin avec l'expert. Là, récemment, on a travaillé avec François Rouvier, par exemple, sur comment s'adresser au service achat des entreprises. Le mois dernier, on a travaillé avec Christophe Ludovic sur comment communiquer, comment mettre en place son plan de com quand on a une structure du handicap ou de l'IAE. Donc c'est vraiment des sujets, 1h30, c'est intense et ça permet aux structures de repartir avec plein d'outils pour aller plus loin. Ensuite, on a des rencontres qui sont des meet-up. Là, c'est vraiment pour se dire, venez, on se rencontre. Ce sont des lieux où on se rencontre, on échange, on discute, on crée du lien. Pour se dire, en fait, travailler avec quelqu'un, il faut se connaître, il faut se rencontrer, sinon c'est chouette de se parler par mail et par visio, mais c'est bien de se voir. Moi, je trouve que c'est important. On a ensuite des webinaires. Alors ça, c'est aussi pour présenter des dispositifs qui sont intéressants. Par exemple, tous les ans, avec la région, on fait un webinaire sur les aides de la région pour le secteur de l'ESS. Donc la région, ça leur permet pendant 1h30 de parler à toutes les structures ou un maximum de structures du département. Et je le fais très souvent avec le club business ESS du 92, avec mon homologue Marie-Alice Négrier. Et comme ça, la région, en 1h30, paf, ils ont toutes les structures de l'IAE et du handicap pour leur présenter leur offre de service. Alors, on fait des webinaires comme ça. On a fait Sève Emploi pour permettre aux structures de comprendre ce qu'est ce dispositif et comment elles peuvent y aller. Bref, ça, c'est des webinaires. C'est une fois par mois. Et on a ensuite la convention d'affaires. Là, c'est un rendez-vous une fois par an. Et l'objectif, c'est de mettre en relation les entreprises classiques avec les structures de l'IAE et du handicap pour permettre en fait à ces entreprises de répondre à leur politique RSE, achat responsable, handicap, etc. Avant de rentrer dans cette politique, on fera un point particulier parce que la prochaine a lieu le 6 novembre et donc on va en parler un peu plus avant. Est-ce qu'il y a dans ton club toutes les structures d'insertion que tu as évoquées? Est-ce que tout le monde est représenté? Du chantier d'insertion, de l'association intermédiaire, de l'entreprise d'insertion, de l'entreprise temporaire, de travail temporaire d'insertion? Ouais. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et est-ce que tu as la totalité des structures? Non. Des Yvelines? Non. Alors, on n'a pas la totalité des structures parce qu'on ne peut pas forcer les gens à adhérer à un club. Ça, c'est comme ils veulent et quel intérêt ils ont à intégrer un club. Même si l'adhésion est gratuite. Hein. Même si l'adhésion est gratuite, on le rappelle. Il y a des arguments quand même qui portent, oui. L'adhésion gratuite.
On a, en revanche, effectivement, on a un beau panel des structures du département. On a évidemment les structures du handicap, on en parlera après, parce qu'il y a aussi des nuances. Mais on n'a pas toutes les structures. Ce serait formidable qu'on ait toutes les structures, parce que ça voudrait dire que toutes les structures travaillent ensemble et que ça ferait rayonner réellement l'IAE et le handicap sur le territoire des Yvelines. Mais on y travaille petit à petit, et puis si elles ne viennent pas, c'est qu'elles n'ont peut-être pas d'intérêt immédiat, et c'est OK. Et puis après, il y en a qui ne viennent pas parce que la réalité aussi du terrain fait que certaines structures fonctionnent à peu de personnes, et quand il y a une urgence, il y a une urgence. Et que là, c'est... L'urgence, c'est pas forcément de participer au webinaire. Voilà. Bon. Malheureusement. Nous, c'est l'heure. Il est urgent pour nous de faire une petite pause musicale. On va écouter ton choix. C'est Tété. Tété. Voilà. Que j'aime d'amour. Et on se retrouve juste après. Tu l'as cherché un temps, ta place en ce bas monde. À chasser le printemps là où pleuvent les trompes. T'as cru taire la douleur se précipice en toi là. En fuyant le bonheur, je sais, je suis comme toi. Toi, t'es juste doué, 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 pour voler, voler. Tu t'es perdu souvent pour garder le contrôle, renaître en doutant, le cœur sur les épaules. Si rire c'est aimer pour deux, pleurer sous un saule, c'est revenir du feu, le cœur sur les épaules, le cœur sur les épaules. L'as-tu trouvé enfin le paradis, l'alcôve? La trêve au quotidien quand s'acharnent les fauves. Existe-t-il seulement le pourquoi du comment? T'es pas méchant ni faux, un peu perché c'est tout. Tout. T'es juste doué, 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 pour voler. voler. Tu t'es perdu souvent pour garder le contrôle, renaître en doutant, le cœur sur les épaules. Si rire c'est aimer pour deux, pleurer sous un saule, c'est revenir du feu, le cœur sur les épaules, le cœur sur les épaules, le cœur sur les épaules. Ah, qui de l'homme ou du rêveur? T'es pas la somme de tes erreurs. Ce qui transpire de l'extérieur, C'est qu'on est doué, 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 pour voler. voler. On s'est perdu souvent pour garder le contrôle, renaître en doutant, le cœur sur les épaules. C'est rire, c'est aimer pour deux, pleurer sous un saule, c'est revenir du feu, le cœur sur les épaules, le cœur sur les épaules, le cœur sur les épaules. Les épaules, le cœur sur les épaules. 啊。
ESS Entreprise, deuxième partie, toujours en compagnie de mes deux invités, Farida Bah-Ahmed, chef de projet Club Business, et Thomas Brunet, directeur du développement partenarial chez LCMH. Nous avons vu dans cette première partie ce que c'était que l'IAE et ce que c'était que ce Club Business. Donc déjà, on a avancé, bravo. Nous sommes là, tout le monde a les bases normalement, sinon réécoutez ce qu'on s'est dit en première partie. Du coup, deuxième partie, je voudrais qu'on avance un petit peu dans cette logique de club. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Tu l'as évoqué rapidement, Farida, mais là, je vais m'adresser très directement à un des membres. Ouais. Quel a été ton intérêt de rentrer dans ce club ? Et surtout, qu'est-ce que tu y trouves ? Et on verra aussi ce que tu y apportes certainement. Mais qu'est-ce que tu y trouves au quotidien ? Alors déjà, pour moi, j'y étais à la création en 2017. Donc au tout début, où c'était la réflexion d'ailleurs de la création du club, et donc de se réunir, c'est ce qu'a dit Farida, ce qui est important, c'est un réseau de valeurs partagées, donc c'est important pour nous, c'est de trouver aussi derrière des gens qui travaillent dans l'économie solidaire comme nous, et de pouvoir échanger sur des approches qu'on peut avoir, des approches qu'on aussi bien dans l'insertion qu'on ne se connaissait pas forcément ou que je ne connaissais pas forcément. Donc c'est aussi de partager des problématiques, des solutions également, et comment aussi aborder des entreprises pour leur donner envie de travailler avec nous. Le développement partenarial chez LCMH, il faut me dire ce que ça veut dire LCMH, parce que moi je suis... LCMH, ouais. Parce que là, parce que Curieux, j'étais sur curieux, du... ouais. Non, c'est le V, le V en deuxième lettre, je suis perdu. Alors, c'est un groupe familial, et donc c'est très simple. En fin de compte, c'est Carole et Christopher, c'est pour le C, la deuxième lettre. L, c'est leur deuxième fils, Léo. M, c'est Marchadier, c'est leur nom de famille. H, c'est Hugo, c'est le premier fils. Voilà. Et donc, ça a donné LCMH. Il y a une petite lettre qui nous sépare avec un petit groupe. Et, quelques zéros en chiffre d'affaires, peut-être aussi. On va peut-être la racheter. Je comprends. Voilà. Mais non. Et puis, comme ça aussi, derrière, c'est un moyen mémotechnique. Souvent, je présente LCMH. Le VMH, donc après on se souvient de moi. Et puis, moi, j'aime bien dire aussi, on est la haute couture du handicap. Ou après, le haut de gamme, ça positionne aussi vis-à-vis des entreprises, parce que il faut aussi valoriser l'entreprise adaptée pour EA. Ouais. Voilà. Parce que là, ta structure, LCMH, c'est une entreprise d'insertion ? Non, ça fait partie de l'insertion. Parce que sur les quatre qu'on a évoqués, on a le chantier d'insertion, l'association intermédiaire, l'entreprise d'insertion et l'établissement... Ça fait partie de l'IAE, oui. On en fait partie, mais c'est vraiment, nous, on est orienté handicap. D'accord. Alors, les personnes peuvent avoir aussi derrière besoin d'être réinsérées, mais on fait les deux dans ces cas-là. Alors, je me permets, Farida, pour ajouter une petite touche très technique, dans le handicap, on a les entreprises adaptées, dont LCMH fait partie. Là, ce sont des entreprises classiques, chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Et ces structures vont recruter 55% de leur minimum 55% de leurs salariés en situation de handicap. L'autre, et ce sont des personnes qui travaillent en milieu ordinaire, qui peuvent travailler en milieu ordinaire. L'autre, pendant du handicap, ce sont les ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Et là, anciennement... D'accompagnement, c'est vrai. Anciennement, les CAT. Et là, c'est vraiment pour les personnes en situation de handicap qu'on dit ne pas pouvoir travailler en milieu ordinaire, qui vraiment doivent travailler en milieu protégé. Les ESAT sont des milieux protégés. Donc, dans le secteur du handicap, on a ces deux type de structure, et je te rends la parole. Oui, parce que quelqu'un qui est dans un ESAT a aussi un suivi médico-social. Oui. On connaît, et la structure connaît son handicap, alors qu'une entreprise adaptée, moi, je ne connais pas le handicap de mon salarié. Mais c'est ton salarié. En ESAT, c'est l'équivalent d'une mise à disposition ou c'est un petit peu... C'est un peu différent. En ESAT, ce sont des travailleurs et ce sont des contrats. Donc l'ESAT va remporter un contrat, un marché, et va effectivement mettre à disposition ses travailleurs sur ces missions-là, très précises. D'accord, mais donc salarié classique finalement dans ton cas, même dispositif qu'une entreprise ordinaire, on a la même réglementation du travail, c'est exactement la même chose. Alors d'ailleurs, on est passé, ça m'a un peu surpris quelques années, on était à 85% de personnes en situation de handicap, l'obligation, on est passé à 55%. Alors on ne me demande pas pourquoi, mais bon, c'est un peu étonnant qu'on aille dans ce sens-là.
Après, donc, tu veux que je développe aussi toujours sur le fait qu'on soit aussi dans le club business. Sur ce club, et surtout, l'idée, tu auras compris, c'est de voir, toi, en tant qu'entreprise adaptée, tu as des contacts avec des entreprises classiques aussi, et c'est cette interaction-là. Tu leur rends des services, j'imagine. Tu leur permets de remplir certaines obligations. Je réponds à des besoins. Tu réponds à des besoins. Comme une entreprise classique. Voilà, donc et tu en as plein, et tu vas aussi leur permettre de remplir des obligations type alors ils ont RSE, des obligations. Voilà, alors si on rentre RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce que voilà. je vais y aller aussi de mon côté. Alors une entreprise a une obligation d'avoir, dès qu'elle a plus de 20 salariés, 6% de personnes en situation de handicap dans son entreprise. Et si elle ne l'a pas, elle paye une contribution. Et donc nous, on peut venir, quand on vient travailler avec une entreprise, diminuer cette contribution, ce qu'on appelle la contribution AGFIP. C'est un sigle. Ça veut dire quoi? Alors là, oui, à chaque fois. Ouais, je le mettrai sur la page de l'émission quand on l'aura retrouvé. Mais ouais, donc l'obligation AGFIP 6%. Toi, tu interviens après, ou tu leur permets de dire non. Si on emploie tes services, je suis une entreprise classique, je n'ai pas d'employés en situation de handicap dans mon effectif. Par contre, je vais t'acheter une prestation. Et est-ce que je peux dire du coup, non, vous voyez, là c'est bon, je suis réglo. Alors, on vient diminuer cette contribution parce que la GFIP, en fin de compte, c'est l'organisme collecteur quand l'entreprise n'a pas 6% de personnes en situation de handicap, et ce qui permet après de pouvoir, dans les entreprises, prévoir des aménagements où donc la GFIP a un rôle aussi de faciliter la vie de la personne en situation de handicap. Et moi, dans l'entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui, on se positionne comme une entreprise classique. On est pour LCMH et la partie ANDEA, parce que c'est une structure, LCMH c'est une holding. La partie ANDEA, AND et EA. AND pour handicap et EA pour entreprise adaptée. Voilà. On est là pour répondre à des offres. Une entreprise a besoin d'un accueil, par exemple. Mais pourquoi pas une personne en situation de handicap pour répondre à l'accueil? D'accord, donc c'est multiservice, c'est tertiaire C'est tertiaire, essentiellement tertiaire. On peut faire tout type de métier dans le tertiaire. Après, c'est une question de recrutement et puis de formation de nos collaborateurs. On a des collaborateurs parce que le groupe existe depuis 2008, la première structure, ANDEA. On est aujourd'hui 170 collaborateurs et on répond alors aussi bien en direct ou en co-traitance avec des entreprises dont le métier, c'est l'accueil. Aujourd'hui, je travaille avec un partenaire qui s'appelle par exemple City One. Le métier, c'est de l'accueil dans les entreprises. Et des grands groupes, par exemple, je citais Airbus et Airbus Défense. Dans le cahier des charges, j'avais demandé sur 3 personnes qu'il y ait une personne issue d'une entreprise adaptée pour répondre à leurs obligations, mais aussi, c'est pas que répondre aux obligations, c'est surtout au niveau de l'entreprise, de l'image, des valeurs de l'entreprise, de dire, nous aussi, on accueille des personnes en situation de handicap et on veut développer aussi dans l'entreprise la reconnaissance, ce qui peut aider aussi une entreprise à dire demain, faites-vous reconnaître en situation de handicap parce que on met des dispositions en avant, on accueille et on aime bien cette démarche. Je vais me faire l'avocat du diable un peu. Est-ce que c'est pas une logique aussi d'externalisation de ces obligations par rapport à tout ça, en disant voilà, je vais passer par eux, comme ça je serai tranquille et j'imagine, je mets la tête. Ah non, c'est pas si facile que ça. Si ça pouvait l'être à chaque fois, on serait pas à 170, mais bien plus. Oui. Après, il faut se battre vis-à-vis de l'entreprise aussi, parce que souvent il y a des freins de dire ah ouais, mais ça va pas marcher. Alors que là, par exemple, l'exemple que je t'ai donné chez Airbus, on ne sait plus qui est qui dans les 3 personnes qui sont sur le site. Donc ça, on a réussi. Handicap invisible, ça, c'est une manière aussi... De toute façon, il n'y a que aujourd'hui 20% de handicap visible. Donc c'est surtout du handicap invisible. Par contre, moi, j'ai déjà eu la demande, par exemple, de dire... Une entreprise qui déménageait, demain, j'ai envie de mettre au siège, à l'accueil, une personne en fauteuil roulant. Là, je dis, je ne sais pas faire. Ouais. Je sais faire, mais je ne sais pas faire. Parce que je me dis que si c'est pour l'accueil quelqu'un en fauteuil roulant, ça ne marchera pas. C'est que l'entreprise, elle n'est pas prête à accueillir des personnes en situation de handicap. C'est de l'affichage, tu veux dire? Exactement. C'est uniquement de l'affichage. Donc il y a quand même un peu du handicap washing Il y en a. Oui, sur des entreprises qui peuvent avoir des valeurs. Là, après, c'est détecté. Pareil, dans les partenariats avec les entreprises avec qui je travaille, je fais attention aussi. Si on me demande juste, Thomas, tu peux me chiffrer? Tu peux faire un chiffrage? Non, ça ne marche pas. Partenariat, c'est aussi sur le long terme. Oui, parce que dans ton titre, on est bien sur un développement du partenariat. Et non pas partenariat. Développement, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans une logique
de clientélisme, de apporteur d'affaires ou tu te positionnes directement dans une logique de partenariat avec les entreprises avec lesquelles tu travailles. Alors, dans les entreprises avec qui je travaille, c'est vraiment c'est de la démarche commerciale et de leur dire vous avez un besoin, on peut y répondre avec une entreprise adaptée. Et le partenariat, c'est plus de développer avec des métiers que je ne sais pas faire. Par exemple, la conciergerie d'entreprise, je ne sais pas faire. Je n'ai pas les structures pour, mais par contre, mettre un concierge, je sais faire. Donc, je vais trouver des partenaires dont c'est le métier. Je te parlais tout à l'heure de l'accueil. Nous, on sait faire de l'accueil, mais on peut le faire en direct. Mais aussi, c'est des entreprises avec qui on va travailler parce qu'elles ont un plus grand rayonnement. Très clair. Du coup, je reviens à ma question parce que c'est vrai que merci d'avoir. Je comprends mieux ce que c'est que LCMH. Maintenant, rentrer dans ce réseau et contribuer donc depuis à sa création, contribuer à sa création et continuer dans ce réseau. Ce que tu y trouves, j'ai compris ce que tu pouvais y apporter parce que tu as cette logique aussi de partenariat et cette envie de discuter avec d'autres. Qu'est-ce que tu en retires, toi ? En quoi est-ce que ça t'est utile de discuter avec les autres ? Il y a des choses que je ne sais pas forcément faire. Aujourd'hui, on parlait d'ateliers experts. Dernièrement, on a eu un atelier sur la communication. Ce n'est pas mon métier, mais je m'en occupe également. Sur, par exemple, comment gérer aujourd'hui sur LinkedIn. C'est important, son profil, l'entreprise, la mettre en avant, trouver des clients. C'est quelque chose, c'est un atelier expert qui m'apporte, je dirais, un savoir-faire. Ou demain, on peut très bien dire, on souhaite développer aussi avec la personne qui nous a présenté cet atelier et de se dire demain, il faut vraiment qu'on y aille et de remonter auprès de mes patrons, de leur dire, voilà, c'est important. J'ai été à un atelier business, 78, c'est bien. Alors d'ailleurs, moi j'aime tellement ça, c'est que je suis chez Business 78 et chez Business 92. Je suis un peu. Il m'arrive d'y aller le matin au club Business 78 et l'après-midi au club Business 92. Voilà. Grosse journée d'échange. Voilà, grosse journée d'échange et qui rapporte. Voilà, pareil, là, le dernier atelier qu'on a fait qui était extraordinaire pour moi, un des meilleurs d'ailleurs, qui était avec un ancien acheteur de chez Renault, qui nous a apporté vraiment ce qu'attendait l'acheteur dans les grands groupes. Alors, même si moi j'ai travaillé dans des grands groupes auparavant, c'est toujours le positionnement, c'est de garder cette idée. Quand je vais voir une entreprise, je leur dis, je suis une entreprise adaptée. Alors souvent on regarde un peu, donc, personne en situation de handicap, tout ça, mais je leur dis, moi j'ai travaillé aussi dans des grands groupes, je connais votre besoin, vos exigences, c'est aussi de nous positionner, parce que nous, on se positionne vraiment comme une entreprise, mais en plus, avec des personnes en situation de handicap, et souvent ce que je leur dis, si demain vous avez besoin pour répondre à vos obligations et notre salarié convient et vous souhaitez le recruter, banco, allez-y. Ah oui, nous, donc tu te fais débaucher. Pas de problème chez nous pour le débauchage. Faut juste que ça ne modifie pas ton ratio de 55%. Oui, bien sûr, mais on est au-delà de 55%, donc ça ne nous fait pas peur, même pas peur. Même pas peur. Très bien. Petite question sur le même pas peur, question qui me vient en t'écoutant. Concurrence déloyale, quand tu viens démarcher des entreprises pour dire, voilà, non seulement on va faire on va faire la même chose qu'une entreprise classique, mais en plus vous avez ce petit côté-là. Est-ce que c'est une concurrence déloyale ou est-ce que c'est Non, elle est complètement loyale. Moi, je reste réglo. Non. Puis ça suffit d'ailleurs quelquefois même pas. C'est vraiment. Et la difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est quand on commence une prestation et si elle ne marche pas parce que la personne qu'on a recrutée ne répond pas bien au cahier des charges, on dit c'est ça le handicap. Donc on n'a pas le droit de se rater. Nous, on a un niveau d'exigence vis-à-vis de nos clients et si ça ne marche pas, c'est de leur dire non. C'est pas du fait du handicap, c'est du fait du recrutement. Soit on n'a pas bien défini ensemble la fiche de poste, soit on n'a pas bien sourcé la personne pour répondre au poste. Ça m'est arrivé dernièrement. Là, j'ai présenté 2 profils. 2 fois, ça n'a pas marché. L'entreprise a dit écoutez, on stoppe là. Mais je leur ai dit surtout, si ça ne marche pas, ce n'est pas à cause du handicap, c'est parce qu'on n'a pas su vous trouver les bons profils. Donc continuez votre démarche. Merci beaucoup, très clair. On va refaire une toute petite pause avec ton choix, Oshi. Oui. Voilà, et on écoute ça, on se retrouve juste après. C'est un lien. Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille.
peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil, a comme un vide absolu qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre, prise au dépourvu. Chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même, comme une arène. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe. Je vous jure, je suis tout oui. Non, même je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures, des murmures. Face à vous je tremble, accroché au micro. Je sens mon corps se fendre et je retiens mes mots. Mes vertiges m'étranglent, peur de tomber de haut. Faites que je finisse ce morceau. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. ESS Enterprise, troisième partie, toujours en compagnie de nos invités. Merci d'être restés. Farida Bahamed, donc chef de projet Club Business, et Thomas Brunet, directeur du développement partenarial chez LCMH. Nous étions en train d'évoquer pendant la pause l'actualité de l'insertion par l'activité économique et le volet aide aux personnes en situation de handicap pour réintégrer des emplois de longue durée. Aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent pas. Le 6 novembre. Le 6 novembre, c'est la convention. Ça, c'est super sympa. Et on va se garder peut-être un petit peu de temps, pour si vous en avez envie, parler de 2-3 trucs qui peuvent fâcher après. Mais d'abord, place aux trucs qui font plaisir. Qu'est-ce qui se passe le 6 novembre? Où ça, quoi ça? Alors, le 6 novembre, quoi ça? C'est la convention d'affaires du Club Business ESS. Donc, c'est la 3e édition. La première édition, on l'a faite au Vélodrome de Saint-Quentin, en Yvelines. La 2e édition, on l'a faite à la CCI de Versailles, à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Merci beaucoup. J'apprends de mes erreurs. Et la 3e, donc, Carrières-sous-Poissy, au château éphémère. Donc, c'est Nord-Yvelines. L'objectif de cette convention d'affaires, c'est de mettre en relation des structures de l'IAE et du handicap, donc l'insertion par l'activité économique et le handicap, et de les faire rencontrer des entreprises de l'économie classique pour créer du business. Ça, c'est le côté structure du club.
Côté entreprise et collectivité, c'est de dire, OK, on a des obligations légales sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Comme disait Thomas, à partir du moment où vous êtes plus de 20 salariés dans une entreprise, vous êtes obligé d'avoir 6% de vos salariés qui sont en situation de handicap. Ça, c'est pas un choix, c'est une obligation. Donc ça peut répondre, une entreprise qui est 20 et qui se dit, bon, maintenant, il faut y aller, de rencontrer sur une après-midi, 13h30, 17h30, tous les acteurs du handicap, de l'IAE, des Yvelines. Ça permet de répondre à leurs besoins en termes de RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, de leurs besoins en recrutement, de leurs besoins en CRCD. Je vous passe plein de choses pas rigolotes. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, une entreprise, elle a des obligations légales, mais elle a aussi, au-delà de l'obligation, elle a aussi un rôle à jouer dans la société et elle peut avoir envie, cette entreprise, sans être une entreprise à mission ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, de se dire, moi, j'ai une boîte et j'ai envie de faire au mieux, d'avoir un impact positif au local, c'est-à-dire dans le lieu où mon entreprise est, j'ai envie d'avoir un impact positif. Donc on peut avoir un impact positif sur notre mode de consommation, dire moi je suis une entreprise et j'ai envie d'utiliser des produits plus respectueux de l'environnement, c'est là où je vais avoir un impact, ou je suis en entreprise et j'ai envie d'avoir un impact sur l'aspect social et donc de recruter des personnes en situation soit de handicap, soit d'insertion professionnelle, soit des personnes qui sont dans le local, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher mes talents loin, qui vont devoir prendre 3 heures de transport, de dire en fait, là où je suis, dans la ville où je suis, dans la communauté d'agglo où je suis, il y a sûrement des personnes qui ont ces compétences et qui ne passent pas forcément le tri classique du CV. Quand on postule classiquement, on sait comme c'est difficile. Et là, ça permet aussi de se dire, je vais aller rencontrer... Alors, c'est un événement professionnel, donc il n'y a pas de candidats qui recherchent des emplois, c'est vraiment B2B, les entreprises qui rencontrent des entreprises. B2B, ça veut dire business to business. Oh merci, yeah. Thomas. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, Thomas, merci. Et d'éprouver mon Voilà, accent. tu fais perdre le fil. Voilà. Donc Merci. une relation B2B, d'accord. Moi, je suis une entreprise classique. Ouais. Je viens, je m'intéresse un peu, je me dis, voilà, sur mon territoire, voilà, je suis implanté dans le Val d'Oise, c'est pas grave. Hein, C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Je viens, je vais rencontrer toutes ces structures-là. Comment ça marche? C'est du speed meeting Alors, tu vas pas les rencontrer d'un coup. Déjà, on va t'accueillir avec un café et puis il va y avoir quelques mots d'accueil parce que c'est quand même un moment important. Et puis, on va faire des tables et des rendez-vous. Donc, vous allez être 5 par table. 5 entreprises et structures de l'insertion et du handicap. Vous allez être tous mélangés. 5 par table. Et pendant 5 minutes, vous allez chacun pitcher qui vous êtes, votre besoin, pourquoi vous êtes là. Voilà. Et de se dire, on va parler 5 minutes. Et puis, il y en a qui sont bavards et d'autres moins. Donc, on a toujours le temps d'un peu papoter. La cloche retentit et clac, on change de table. Et ça, tu vas le faire selon le nombre qu'on sera, 5 ou 6 fois. Et tous ces tours de table, ça va te permettre de rencontrer 50 personnes, 60 personnes. Et des personnes, tu vas dire aucun intérêt, vraiment, ça ne m'intéresse pas ce qu'elle fait. Et d'autres personnes, tu vas dire vachement bien. Parce qu'effectivement, là, moi, j'ai un besoin pour mon espace vert. J'ai besoin de quelqu'un, d'une structure pour gérer mes espaces verts. Et j'en ai rencontré 3. Super, je vais pouvoir finalement aller leur parler, aller choisir comme ça. Et puis ensuite, voilà, ça dure 1h30, c'est un rendez-vous d'affaires. Donc, tu as bien compris le sujet où on change de table et on rencontre plein de monde. Et ensuite, il y a un temps plus convivial autour de... Alors, 5h30, bon, il n'y aura ni des petits fours, ni des viennoiseries, on sera entre les deux. Je n'ai pas encore décidé, mais super, en tout cas... Des jus de fruits. Ouais, des jus de fruits, des cacahuètes, je ne sais pas, mais en tout cas, on aura un temps convivial. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir repartir avec des contacts, des nouvelles idées, et puis des idées de collaboration, c'est-à-dire qu'aussi entre structures du handicap et de l'insertion, il peut aussi y avoir des rencontres qui font tilt, de se dire, c'est génial ce que tu fais, viens on collabore, parce que en fait, sans entrer dans trop de détails, il y a parfois des marchés qui sont trop gros pour une petite structure, alors que si on est plusieurs à répondre en commun, ça fait qu'on peut avoir des belles réussites, ce qui a été le cas pendant les JO, par exemple. Ça fait sens de se mettre ensemble. Oui, puis ça développe, pareil, partenariat, c'est aussi B2B, c'est pour booster le business. Alors là, on est complet dans tout ce qui est anglophone. C'est bien. Oui. Voilà. Non, je comprends. Mais toi-même, c'est la 2e édition ? La 3e édition. 3e édition, ouais. tu as assisté.
Tu étais là depuis le début, donc tu as assisté aux 2 Moi, premières. je n'ai pas le choix. Voilà, forcément, c'est troisième, je fais la troisième. Non, mais ce qu'il y a de bien, sur les c'est... deux premières, sur les 2 premières, Ouais. ma question, c'est les belles histoires. Toi, tu en as déjà tu as déjà eu cette super belles histoires, non, pas encore mais ça a permis de rencontrer des entreprises qui connaissaient pas forcément, nous connaissaient pas. Et on parlait d'espace vert, souvent on retient tout ce qui est espace vert et autres classiques dans le domaine du handicap, mais aussi de dire, tiens, il y a des entreprises comme vous qui faites de la prestation de services. Donc ça, c'est bien, et c'est des projets. Après, ça prend du temps aussi à mettre en place et de pouvoir finaliser. Donc, mais l'intérêt, c'est de faire de belles rencontres et des échanges. Voilà. Et sur cette logique un peu de consortium qui se construit pour répondre à un appel d'offres que chacun individuellement n'aurait pas pu aller, tu as contribué déjà, tu as participé déjà à des... Pas encore, non, sur des consortiums, pas encore. Non, mais ça s'est fait. Bativi, pour ne pas la nommer, l'a fait sur un marché pour la SNCF, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle appellera si je me suis trompée. Oui, sur des récupérations de bâches. Ouais, c'est ça. Il y a eu pas mal de. Il y a des initiatives qui se créent comme ça. Et encore une fois, c'est hyper important de se rencontrer parce que si on ne se rencontre pas, on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est quand même pas si facile que ça. Effectivement, tu disais. Si j'y suis pour la 3e fois, c'est qu'il y a un intérêt. Sinon, je ne vais pas perdre mon temps. C'est pas T'es que pour les petits obligé fours, contractuellement aussi d'y aller. Tu vois. Oui, il n'a pas le choix. Merci. Je l'oblige. Pour revenir sur les éléments, tu as évoqué un des éléments qui me tient à cœur, moi, c'est la responsabilité quasiment territoriale des structures économiques, des entreprises qui sont là-dessus. Sur ces sujets-là, on a l'aspect social, on l'a compris, l'aspect environnemental. Est-ce que vous êtes aussi, avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique, sur une dynamique un peu plus verte autour de l'économie circulaire, autour de ces éléments-là? C'est très intéressant de faire travailler les acteurs du territoire, mais est-ce qu'il y a aussi une logique qui cumule les bons côtés et l'insertion, et aussi le côté environnement, et aussi le côté économie circulaire, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont menées en ce sens? Alors, moi, je vais te dire une chose, je n'avais pas tout dit en fin de compte, parce qu'on a une structure aussi, entreprise adaptée, qui est une franchise Élise, d'un groupe de franchisés, il y en a 39 en France. Et nous, on est sur la partie ouest parisien, tout ce qui est collecte de déchets de bureau. D'accord. Donc on est sur le recyclage, sur l'entreprise adaptée, sur les personnes en situation de handicap. Donc on répond complètement là sur le cercle vertueux de l'économie sociale. Ouais, il y a plein d'initiatives comme ça de ces structures d'insertion qui vont allier l'aspect social, accompagner des personnes en insertion sur effectivement des sujets de réemploi. On a, je sais pas, en exemple, Recycle Matelas qui va recycler des matelas, qui est à Gargenville, je crois, et qui recycle les matelas usagés parce que c'est hyper difficile à détruire et ça crée vraiment beaucoup de pollution. Donc ils vont les dépioter. Enfin, c'est hyper intéressant à voir d'ailleurs. Je vous conseille d'y aller. Il y a plein d'entreprises ou de structures d'insertion en tout cas qui vont faire de la ressourcerie. Enfin voilà, récupérer, remettre à neuf. On a une entreprise, alors attends, je ne sais plus si c'est une entreprise ou une association qui s'appelle Yoti, qui travaille avec la prison de Bois d'Arcy, qui va récupérer des vieux ou des jeux de société, ou des jeux d'ailleurs pour enfants, et qui va les remettre à neuf pour les revendre sur leur site internet. Donc ça fait en même temps travailler des personnes qui sont incarcérées, et en même temps ça travaille sur l'économie circulaire. C'est un peu un sujet d'actualité d'ailleurs. C'est un petit peu, ouais, peut-être qu'il va pouvoir trouver une nouvelle passion, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a plein de structures. Alors, nous enregistrons, il y est toujours. On verra après lors de la diffusion. Hein. Peut-être même qu'il nous écoute. Voilà. Peut-être même qu'il nous écoute. On ne sait pas. Salut. Ou pas. On a effectivement des structures qui vont récupérer des livres, qui vont les rénover, des chantiers d'insertion, millefeuille, attrape, à petits mots. Là, je me lance pas dans ces muraux, je ne sais plus, je suis désolée. Bref, il y a des structures qui vont créer le recyclage. Envie, qui a un super réseau qui existe au niveau national, qui récupère de l'électroménager, qui le répare. Et ce sont des personnes en insertion pro qui réparent cet électroménager et ils le revendent ensuite à prix très réduit. Ils le font aussi pour les collectivités qui ont besoin ou les entreprises d'ailleurs, qui ont besoin de renouveler leur machine à café, etc. Plutôt que d'acheter une machine, j'ai rien contre le neuf, d'acheter du neuf et de se dire elle va nous servir 3 ans parce que le service va rester là 3 ans, on achète en seconde main et puis ça contribue à tout ça. Donc en fait, il y a une multitude, encore une fois, de métiers. C'est vrai que j'ai beaucoup dit espace vert parce que c'est l'exemple qui revient le plus souvent, mais
On a de tout, on a de la couture, on a des traiteurs solidaires qui font des super... Enfin, vraiment, quand tu manges, tu te dis pas que c'est fait par une personne d'insertion, c'est juste délicieux et c'est ce que tu retiens, c'est que c'est trop bon, c'est fait dans les règles d'hygiène parfaites et c'est pas plus cher qu'un traiteur classique et tu vois pas la différence et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Si tu vois la différence, c'est meilleur. C'est meilleur. Non mais en plus c'est vrai que c'est hyper bon, enfin pour le coup pour pas citer Utopique 78 c'est trop bon, enfin vraiment et ça permet en plus petite avantage c'est de se dire souvent les structures d'insertion c'est multiculturel, enfin tu vois les salariés c'est pas un clone qu'on a tendance à avoir parfois dans les grands groupes. Et là, c'est de se dire, c'est assez multiculturel et du coup, ça te fait découvrir des saveurs quand on parle de nourriture pour le coup, parce que qui viennent du monde entier et c'est hyper plaisant de goûter des choses un peu différentes et c'est génial. Et après, en termes pour tous les autres métiers, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus difficiles. Oui, mais même si après, derrière, dans les métiers, je pense à l'industrie. Alors, pour avoir échangé, par exemple, avec Airbus, et Airbus a aujourd'hui fait appel, alors là, c'est plus sur Toulouse, à des entreprises vraiment très, très pointues, aussi bien ESAT qu'EA. Entreprises adaptées. Qui travaillent vraiment sur des pièces spécifiques pour les avions, avec les mêmes normes, quand on sait les normes de l'aviation, l'aéronautique. Je pense que Boeing pourrait d'ailleurs être envieux d'Airbus et de ses prestataires de l'insertion, parce qu'il y a des très belles choses qui sont faites. Ouais. Pas étonnant. Donc ça, voilà tout ce qu'on va faire le 6. On va goûter de traiteur cette fois du coup. Je sais pas. On verra. Je n'ai pas encore vu. On va s'arranger parce qu'on aimerait bien goûter. Tu nous as mis l'eau à la bouche quand même. C'est vrai. Du coup, voilà. Maintenant, je me tourne vers vous deux. Je vais me faire encore une fois avec un très grand plaisir à l'avocat du diable. Quand on est une entreprise adaptée, quand on est une entreprise de l'IAE, si on ne perçoit pas de subvention, on a quand même des avantages. Oui. Oui, et on est quand même une économie un peu assistée, j'ai envie de dire. On n'aime pas trop. J'ai dit qu'il y avait des sujets qui fâchent. On a des aides, mais et on espère que ces aides continuent, parce que là, c'est pas forcément dans l'air du temps, c'est plutôt un peu plus difficile. On parle de 60 000 emplois qui seraient menacés. Voilà, et puis surtout, nous, LCMH, on est aussi un groupe d'entreprises. On a besoin aussi de pouvoir voir au long terme et de pouvoir se projeter, parce qu'on fait aussi des investissements pour nos entreprises. Et derrière, si on n'a pas de visibilité, c'est difficile de dire tiens, demain, on peut partir sur un nouveau marché, parce qu'on ne sait pas quelles seront les aides pour l'entreprise. Mais elles correspondent à quoi les aides, juste pour que je me rende compte un peu? On a des aides pour nos collaborateurs, mais nous, on ne s'arrête pas. Chaque collaborateur n'est pas aidé. On ne s'est pas arrêté sur une aide par collaborateur, parce que mes patrons se disent aujourd'hui, on se développe. De toute façon, il y a des besoins, on y va, on a des marchés, on va développer. Mais par contre, si demain, on n'a plus autant d'aides, on pourra peut-être pas investir. Concrètement, l'aide, c'est quoi? C'est un contrat qui coûte moins cher? Ça coûte moins cher d'employer une personne en situation de handicap? C'est des aides au poste sur un collaborateur. Les charges, ça va venir prendre une partie des charges du collaborateur. D'accord. C'est ça. Et sur les aides, c'est un peu différent, parce que là, c'est l'ARS qui va subventionner... l'autorité régionale de santé, merci, qui va... Oui, ça va vite, les acronymes, c'est fou. Qui va venir subventionner les aides au poste. Et après, sur la partie insertion, effectivement, ce sont des aides au poste. Alors, c'est fait par la DETS, en direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité. Ouais. Donc ce sont des aides au poste, mais ça ne va pas couvrir la totalité du coût du poste. Donc ça veut dire que, encore une fois, l'entreprise d'insertion, pour ne parler que d'elle, elle se doit de réaliser du chiffre d'affaires et d'être compétitive pour pouvoir subvenir à ses besoins. L'aide au poste, elle est là pour accompagner la structure et surtout accompagner la personne en situation d'insertion. Il faut quand même se dire que 1 euro qui est dépensé par la collectivité, là, 1 euro de dépenses publiques, ça économise 1,50 € d'aide sociale, RSA, chômage, etc. Enfin, RSA particulièrement. Donc il vaut mieux qu'il soit dans des structures que en fait, demandeurs d'emploi. Il vaut mieux se dire, autant investir dans de l'emploi finalement, puisque je subventionne 1 euro pour ne pas avoir à subventionner du RSA. Donc j'ai rien contre le RSA, c'est pas le sujet, c'est de se dire la balance, elle est plutôt en faveur de l'emploi et de percevoir l'aide comme l'aide publique comme plutôt un coup de pouce plutôt qu'une béquille d'assistance. C'est plutôt de se dire
Vaut mieux accompagner ces structures que de laisser finalement toutes ces personnes sans emploi, sans solution d'emploi, et de toute façon de leur payer le RSA qui produit finalement peu de richesse sur le territoire. Oui, et puis alors après, derrière, nous, on a aussi, en tant qu'entreprise adaptée, tu parlais de CIP, le chargé d'insertion professionnelle. Moi, je préfère, dans l'entreprise adaptée, on préfère dire chargé professionnel, développement professionnel, avec des formations derrière, définir aussi un projet avec nos salariés. Par exemple, on a des salariés qui ont déjà fait ce qu'on appelle une VAE. Validation des acquis par l'expérience. Des acquis par l'expérience, voilà, pour aussi intégrer une entreprise parce qu'il fallait, par exemple, avoir Bac+2. Ils n'en avaient pas et donc cette VAE permettait d'intégrer l'entreprise, d'être recruté après par l'entreprise. Donc c'est aussi... voilà. Farida, Thomas, je regarde l'heure et nous devons nous arrêter sur ces propos. Rendez-vous déjà. Rendez-vous le 6 novembre. Où ça ? Carrière sous Poissy au Château Éphémère. Un Château Éphémère. Voilà. On mettra tous les éléments sur le site internet de la radio. Merci infiniment pour votre présence, votre participation à tous les deux. Petit coucou à Damien à la technique. Merci infiniment pour réactivité et professionnalisme. Jean-Céric pour sa confiance. Je remercie aussi les collègues du débat du 12 pour leur soutien, leur amitié, nos invités naturellement, et aussi Julie Carretero et Aline Carcerac d'Initiative 9578 qui nous ont aidés à proposer tout ça. On vous laisse en compagnie des copains de Vibe The Com avec un peu de reggae sur RGB et on se retrouve le mois prochain. Bonne continuation et surtout, venez le 6 et surtout, n'hésitez pas à vous mobiliser pour soutenir les associations qui sont en ce moment extrêmement attaquées. Merci Eric. Merci Eric.